Vous y êtes et nous y sommes. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Votre fidélité nous honore. Bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury, ce numéro qui sera consacré à une discussion bâton rompu. Nous allons démarrer par la FIFA avec la surprenante démission hier de Joseph Sepp Blatter, 4 jours après son élection pour un 5e mandat consécutif à la tête de l'instance suprême du football. Nous allons revenir au Togo, parler de l'inondation, cette pluie diluvienne qui a arrosé la capitale hier avec ses conséquences. Quelles leçons tirer de cette inondation? Nous allons en parler avec nos invités. Et si le temps le permet, nous allons un tout petit peu scruter une petite scène qui a eu lieu hier. C'est vrai que les gens l'ont entendu. On aurait bien voulu en parler, dire que ça a eu lieu, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène? Le moment venu, on vous donnera plus de précisions autour de ce sujet un peu caché. On va le considérer ainsi, mais autour de ce plateau avec moi ce matin, deux confrères journalistes, directeurs de publication de journaux, Tchakala Alilou, de Courrier de la République. Bonjour, directeur, et bienvenue. Oui, bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux-là qui sont branchés actuellement. Et je rappelle que vous êtes un amoureux du football roi et nous allons voir ça tout à l'heure. Notre second invité, c'est bien sûr José Eric Gagli, directeur de publication du journal Togo Niban. Bonjour Eric et bienvenue. Bonjour Rodrigue Arrigo, bonjour à tous les téléspectateurs et fidèles de la radio KNTV et aussi de tous ceux qui nous suivent en direct par image, si j'ose le dire ainsi. Sur la radio, enfin la télévision Espoir 47 et la diaspora bien entendu, qu'on n'oublie surtout pas. Voilà, la diaspora qui nous suit via deux liens, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Et selon les informations que nous avons de la diaspora, il susurre qu'un fan club Grand Jury serait en train d'être mise en place, donc on va les encourager. J'ai eu l'information. Ils sont très fiers d'être les nôtres chaque jour que Dieu fait. Merci donc, chères Togolaises, chers Togolais, vous êtes très très nombreux, que ce soit en Belgique, à Londres, en Allemagne, où que vous soyez, nous sommes de cœur avec vous. Et donc, nous avons un troisième invité qui vient également de faire son entrée. Il s'agit bien sûr de Fabrice Petiesi, directeur de publication du journal Le Libéral, qui vient d'arriver également. Il va vous saluer incessamment. Mais avant qu'il vous salue, je vous informe que nos discussions tourneront autour donc, de la démission de Joseph Sepp Blatter à la tête de la FIFA. 4 jours après son élection, quelles leçons tirer de cette démission ou de ce processus qui a abouti à la démission de Joseph Sepp Blatter? C'est le premier sujet. Et rapidement, Fabrice Petiesi, il est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de la KNTV. Oui, sans oublier les internautes. Et rapidement, nous allons commencer avec Tchakala. Voilà, l'information est tombée hier, très surprenante parce qu'on ne s'y attendait pas. 4 jours après son élection, on va l'appeler une victoire haut les mains parce que c'est pratiquement la grande majorité qu'il a porté pour une 5e fois à la tête de la FIFA. Mais Joseph Sepp Blatter a vu son mandat écourté, le plus court mandat à la tête de l'instance, 4 jours, donc il a démissionné hier. Oui, et c'est une décision inattendue, mais pour tous ceux-là qui savent lire entre les lignes sauront que non, Sepp Blatter ne veut pas aller au bout de son mandat de 4 ans. Vous savez, quand vous avez... 4 ans, 4 jours. 4 ans, 4 jours. Non, bon, il ne devrait pas aller jusqu'au terme de son mandat, je voudrais dire. Vous savez, quand vous avez au dos les Américains, ils finissent par avoir ce qu'ils obtiennent. Vous savez, je crois que les Américains ne voulaient plus d'un Sepp Blatter à la tête de la FIFA et c'est pourquoi ils ont attendu 48 heures avant le début du congrès pour lancer leur bombe qui a fini par éclabousser la FIFA. La FIFA, c'est l'instance qui coiffe le football mondial. Et il y a à sa tête quelqu'un qui trône depuis 17 ans déjà, si je m'abuse. Environ 40 ans. On dit souvent que le poisson pourrit toujours pas la tête. Si à un moment, Sepp Blatter dit que non, lui, il est immaculé, il ne se reproche absolument rien de ce qui a lieu au sein de la FIFA. Il est le patron, il doit assumer. Finalement, il a compris surtout que
les soupçons de corruption se rapprochent un peu plus de lui, avec une certaine implication de Jérôme Valk, son homme à tout faire, le secrétaire général. Je crois que Sepp Blatter a voulu démissionner pour permettre un peu à la justice de continuer comme il se doit et de sortir par une porte, je dirais, plus ou moins honorable, parce que, vu son âge, il doit être martyrisé, et peut-être que sa famille aussi aurait aussi joué un rôle de poids dedans, parce que quand vous avez des enfants et que tout ça, là, ça vient s'abattre sur votre parent, là, le seul conseil que vous avez à lui donner, c'est de jeter le plancher, de libérer le plancher. Donc, je crois que cela participe de cette dynamique-là de redonner un nouveau souffle à la FIFA. Sa démission ouvre le bal à d'autres candidatures, mais je crois qu'à un moment, il faut entendre le cri que les gens poussent de gauche à droite. Il l'a entendu, il est parti, mais est-ce que cela va peut-être le poursuivre, ce qu'il a eu à poser comme acte pendant sa gestion de l'instance faîtière mondiale? Donc, bon, je crois que c'est tout un autre débat qui vient de s'ouvrir et que les Américains finiront par avoir le monsieur. Voilà. Oui, Fabrice, vous avez suivi également cette démission de Joseph Sepp Blatter. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Tchakala vient de le dire tout à l'heure, c'est un autre débat qui vient d'être ouvert. Vous partagez? Oui, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect que Tchakala a relevé, notamment la pression américaine dans tout cela, il faut aussi mettre en évidence une certaine culture qui est propre aux Occidentaux. Je parle des États européens, des États-Unis, où lorsque quelqu'un est à la tête d'une institution et concite son nom dans certains dossiers proches de la justice, il démissionne pour se mettre très souvent à la disposition de la justice et préparer sa défense. Donc ça, c'est quand même une particularité, parce que je vous avoue que ça aurait été un Africain, on attendrait longtemps une démission de la sorte, parce qu'on a eu de ces genres de problèmes au niveau de la CAF. Quand vous prenez ce qui s'est passé au niveau de Cabinda avec le Togo, la façon dont le dossier a été géré par la CAF, et tout cela, on aurait pu s'attendre à ce que Issa et à tout démissionne depuis. Et vous allez voir, il y aura des Africains qui seront éclaboussés dans cette affaire, mais vous attendrez longtemps la démission de ces derniers-là. Donc, comme je l'ai dit, à part ce que mon confrère a dit, il faut aussi relever ce côté que les Occidentaux ont, qui fait que lorsqu'ils ont un problème lié à la justice et ils incarnent une institution, ils font tout pour épargner l'institution de tout ce qui sera dit comme saleté, et faire face à la justice, c'est un aspect que j'ai voulu relever. Voilà, Eric, par rapport à cette démission, c'est vrai que selon les explications de Blatter, il reste toujours là le temps d'asseoir le mécanisme qui va aboutir à l'organisation d'un nouveau congrès. Je pense que mes deux confrères ont dit pratiquement ce que je devais dire, mais Joseph Blatter avait dit, le jour de son élection, qu'il va ramener le navire à bon port. Je pense qu'il est en train de ramener justement le navire à bon port, parce que, comme il a dit tout à l'heure, mon ami Fabrice, ça m'a fait sourire, c'est vrai que ce serait un Africain, il ne démissionnerait jamais. Il va attendre, perpétuer, rester là, faire le forcing, à rester toujours à la tête de la fédération. Mais il a démissionné pour se mettre, comme il a dit Fabrice tout à l'heure, à la disposition de la justice. Aussi, vous le savez, qu'au départ, il y avait Platini qui avait demandé haut et fort la démission, le retrait en quelque sorte de Joseph, de Blatter, qui a fait fi de tout ça. Et puis, j'ai fait une petite analyse personnelle. J'ai comme l'impression que c'est tout simplement pour éliminer, en quelque sorte, le prince jordanien, c'est jordanien, je crois, qui le prince Ali bin Hussein Abdallah. Voilà, qui était aussi favori, qui a jeté l'éponge au dernier moment. Tout ça, peut-être on ne veut pas excuse-moi l'expression, d'arabe au niveau de la fédération, et puis pour favoriser un petit peu l'émergence de Platini, parce que vous savez que au niveau européen, tout le monde veut que Platini soit peut-être le nouveau président de la fédération. Donc tout ça, je pense que c'est toute comédie. Moi, je le dis tout le temps, c'est une comédie bien jouée. Sinon, à 4 jours de son élection, il démissionne. C'est bien, mais tout était préparé d'avance, c'est ce que moi je pense, pour laisser la place
à une autre personne capable de mener le navire à bon port, comme l'a dit justement Blatter lors de sa réélection. Donc, on est là, on va voir ce qui va se passer dans les jours, parce qu'il a convoqué justement un congrès, une assemblée constitutive, je crois, hein, dans les prochains jours. On ne sait pas quand elle va se dérouler, mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais je tire la leçon en disant que si un haut dirigeant, quelqu'un de très puissant, parce que la FIFA, quand on dit sport, c'est quand même, ça rassemble, c'est quelque chose de très puissant au niveau mondial. Si quelqu'un de la FIFA arrivait à démissionner parce qu'il y a des scandales, parce qu'ils se sentaient mal à l'aise, la famille, etc., ça donnerait un petit peu la leçon à nos dirigeants africains pour comprendre qu'à un moment donné, en sport, ça c'est le sport, mais en revenant sur la politique, que c'est quelque chose qui doit se faire quand on est éclaboussé par des scandales, par des problèmes de gauche à droite. Le responsable doit s'écarter pour se défendre. Donc, il a dit tout à l'heure, Fabrice, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Il a su comprendre à temps, il a démissionné à temps pour laisser la justice aux Américains, le monde entier. Et ça va répercuter, bien sûr, sur les fédérations africaines. Parce que vous savez, bien sûr, qu'il y a tellement de problèmes au niveau des fédérations. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, Tchakala, vous voyez par exemple un Blatter qui, en démissionnant, introduit un projet qui doit être exécuté par déjà une équipe qui est là. Il a nommé quelqu'un qui doit pouvoir superviser le prochain congrès où sera élu son successeur. Il parle en même temps dans son projet de limitation de mandat à la tête de la FIFA et beaucoup d'autres aspects à ajouter. Bon, je crois que quand on est à la tête d'une institution aussi puissante et aussi forte que la FIFA, et il faut aussi faire avec l'usure. Vous savez, plus de 4-5 mandats à la tête d'une telle institution, je crois qu'on finit par en faire son champ de manioc. Et c'est ce qui a peut-être prévalu au sein de cette instance. Vous savez, certains se sont, par rapport à certaines accointances qu'ils avaient avec le président, ils sont laissés aller aux délices que cela pourrait procurer, notamment les attributions fantaisistes de certaines coupes du monde. Donc je crois qu'aujourd'hui même, il y a eu, avant d'entrer en studio, il y a même des mandats d'arrêt qui ont été lancés par Interpol. Donc je crois que les Américains attendent d'aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, la limitation de mandat, c'est quelque chose aussi qui est sur le tapis un peu partout quand on prend certains présidents de la République, même certaines présidences pour certains regroupements. Je crois que ça vaut la peine. Si Ayatou aussi peut comprendre ce que l'acte que c'est pas posé et libérer le plancher, je crois que ça serait salutaire aussi pour le football africain, parce que ce monsieur règne à la tête de la CAF comme un gourou. Et je crois qu'il est en train de tirer les ficelles pour que les verrous de la limitation soient sautés. Le verrou de l'âge même, parce qu'un certain âge ne peut plus oui, parce que Blatter l'a aussi pointé du doigt. Oui, là, il va falloir quand même. Parce qu'il était tout heureux la dernière fois quand ça n'a pas été reconduit. Il se dit, ah tiens, j'ai mon mentor qui a été reconduit. Donc, ce que je suis en train de penser par rapport à la CAF, je peux aussi aller de ma manière. Donc, je crois que Blatter, sa démission, au-delà des soupçons de corruption, va être un nouveau point de départ au niveau de toutes les instances, que ce soit africaines, américaines et tout ça. Donc, franchement, que le nettoyage soit fait et que de nouvelles personnes viennent à être à la tête de ces confédérations et fédérations. Voilà, Fabrice, par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, certains observateurs estiment peut-être qu'il y aurait un deal secret entre le FBI ou les autorités américaines et Blatter, histoire de participer ou de collaborer aux enquêtes, livrer ses amis ou peut-être adversaires qui seraient impliqués dans le dossier et s'acquitter lui-même. Oui, bon, ça c'est des supputations, des hypothèses. Et, ce qui est sûr, les faits sont là, c'est que certains estiment également que c'est parce que l'Amérique n'a pas eu la Coupe du Monde. Voilà. Mais au-delà de ces commentaires, je crois qu'il y a le véritable problème qui est là. C'est qu'il y a des problèmes au niveau de la FIFA. Et la corruption est très endémique à ce niveau. Et nos fédérations ne sont qu'à l'image de ces confédérations-là, que ce soit la CAF ou comme la FIFA, où peut-être ça se fait avec beaucoup plus de finesse. Donc, je crois que le véritable problème est là.
Il ne faut pas voir ça sous l'angle du règlement de compte de tel ou tel. Je crois que le véritable problème est là. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est assez dessous. La FIFA peut être plus riche que l'ONU. Je ne dis pas Est-ce que c'est peut-être. D'ailleurs, c'est riche. D'abord, elle a plus de pays. Et puis, le football, vous voyez les salaires des joueurs et tout ce qui se fait traîne comme argent. Quand vous allez voir qu'aujourd'hui, tous ceux qui parrainent le football, il y a beaucoup de firmes américaines également qui interviennent là-dedans. Donc, il y a de fortes chances que les États-Unis puissent avoir une certaine influence là-dessus, parce qu'il suffit de faire une pression sur ces sponsors-là, ils se retirent et puis tout s'écoule comme un château de cartes. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui peut se demander, c'est vrai que chez eux, ils ne jurent pas tellement par le football, ils ont leur football américain et puis le basket et autres, mais ils se rendent compte que c'est quand même un élément aujourd'hui qui rapporte beaucoup d'argent et qu'il faut vraiment assez. Donc ils jurent par l'argent, si j'ose dire. Bien évidemment. Et donc je crois qu'aujourd'hui, quelles que soient les raisons, peut-être en sourdine que nous ne maîtrisons pas, ce qui est sûr, on aurait quand même prêté le flanc à une telle situation. Il fallait que quelqu'un soit puissant pour pouvoir le faire. Sinon, je ne connais aucun État. Quand vous prenez simplement la CAF, à un moment donné, on a l'impression qu'Ayatou est au-dessus. Mais le Togo a reculé devant la CAF après l'attaque des éperviers. Il se moque éperdument de n'importe qui. Et puis bon, il y a de l'argent, on peut facilement influencer tel ou tel. Donc je crois qu'il faut vraiment fondamentalement revoir les tests, surtout au niveau de la CAF. Quand à un moment donné, Issa Hayatou s'organise à organiser une assemblée où on modifie les tests et on dit que pour diriger la CAF, il faut être d'abord membre du comité exécutif, ce qui est déjà difficile. Ce qui est difficile. Or, au même moment, on barre la porte. Vous voyez des gens qui ont apporté beaucoup au football africain, comme les Abedi Pelé, aujourd'hui les Joseph-Antoine Bell, qui non seulement ont prouvé qu'ils ont du talent sur le terrain, mais ils ont quand même quelque chose dans la tête. Beaucoup de matière. On leur empêche d'avoir accès à ces institutions-là. Or, moi, j'estime que ça aurait été plus intéressant que ces gens-là vivent leur retraite à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas jouer sur le terrain et puis faire de telle sorte que l'argent rentre. Le cas de Platini, une illustration, c'est un ancien joueur qui est aujourd'hui à la tête de la FIFA. Là aussi, c'est une autre grosse machine. Oui, c'est une autre grosse machine. Mais quand même, c'est comme même ici, aujourd'hui, au niveau du Togo. Il faut aujourd'hui faire de telle sorte que le football, on le joue au plus aujourd'hui jusqu'à 35 ans. Mais après, qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? Il faut qu'ils se reconvertissent. Tout le monde ne va pas devenir entraîneur ou consultant. Il faut également que ceux qui ont participé à la vie de cette discipline soient également des instances dirigeantes plutôt que de mettre des hommes d'affaires qui viennent faire rien que des affaires avec ce football-là. Donc, il faut fondamentalement revoir les tests, que ce soit au niveau de la FIFA, et également surtout au niveau de la CAF. Et là également, comme je l'ai dit, on peut s'attendre à des démissions au niveau de la FIFA, mais au niveau de la CAF, vous rêvez, va falloir des grues pour déplacer des gens à ce niveau-là. Mais je crois qu'il faut vraiment y parvenir. Cette histoire, c'est vrai qu'on a des États qui parfois règlent des comptes d'une manière ou d'une autre. Cette histoire de ne pas s'ingérer dans les affaires de football alors qu'on prend l'argent du contribuable pour tout ça là, il faut revoir ça et trouver d'autres mécanismes pour éviter d'amener des gens à régner comme des seigneurs parce qu'ils sont à la tête des institutions liées au football. Voilà, Eric, aujourd'hui, on pense que c'est un signal fort envoyé à l'Afrique où la plupart des fédérations souffrent énormément. Il y a une sorte de crise de personnes. Quand on prend l'exemple du Togo, on prend l'exemple du Bénin à côté ici, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire ou encore d'autres pays, vous avez une sorte d'État dans un État où on ne touche pas. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à la FIFA, ça c'est le FBI. Est-ce qu'on peut avoir un FBI, par exemple, au Togo? C'est-à-dire, genre, un procureur qui ose rapidement frapper. Rodrigue, excusez-moi de le dire aussi brutalement, vous venez me faire rire. Quand je dis vous venez me faire rire, vous pensez qu'en Afrique, je ne parle pas du cas Togo spécialement, je suis juriste avant tout, qu'en Afrique on peut avoir un FBI s'occuper de nos dirigeants, c'est impossible parce que déjà, dans une petite réflexion tout à l'heure de M. Fabrice, il pensait que ça serait un signal fort pour les États africains pour comprendre que rester à la tête d'une institution pendant des années, ça devient, il a dit tout à l'heure aussi, Tiakala,
champ de manioc. Effectivement, en Afrique, quand on dure trop au pouvoir, on devient jumeau du pouvoir. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire, on est collé à ce poste, on a l'impression que ça nous appartient. Vrai, c'est un signal fort pour l'Afrique. C'est un signal fort pour demander à nos dirigeants, en venant sur le plan politique, même sur le plan sportif, que rester trop longtemps au pouvoir, on finit toujours par ne pas savoir que c'est quelqu'un qui vous a mis là-bas. On a l'impression que ça nous appartient. Et quand on commence à avoir ce genre de réflexion, c'est vrai qu'on fait ce que nous voulons dans les institutions ou dans les États. C'est vrai, c'est un signal fort pour l'Afrique, mais je prie pour que nos dirigeants africains, sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan institutionnel, enfin, etc., puissent comprendre que ce n'est pas normal que quelqu'un puisse rester pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à la tête d'une institution, d'un État ou d'une association ou d'un regroupement pendant des années. On finit toujours par se confondre à ça et il n'y a que des dérives. Donc, j'espère que ça, c'est une leçon pour tous ces gens-là. Voilà. Et Tchakala, tel que je le dis, c'est vrai qu'il y a environ 8 ans, comme ça, le Togo a été frappé en Sierra Leone. Et on a ouvert à l'époque, si j'ai bonne mémoire, une enquête qui n'a jamais donné son verdict. Parce que ça, c'est lié au football et à la politique. Vous prenez par exemple, Fabrice l'a rappelé, en 2010 avec l'attaque de Cabinda. On a vu beaucoup d'histoires tourner autour de la chose. La CAF qui dit j'ai envoyé 30 billets. Vous voyez la gestion même de la Fédération togolaise de football ici. Et personne ne prend ses responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens avec la même question, par rapport à ce qui se passe à la FIFA, on peut voir la justice togolaise aujourd'hui chercher à allumer des projecteurs sur, pas seulement la Fédération togolaise de football, mais toutes les fédérations qui concernent le sport en général. Non, c'est de droit à la justice de s'intéresser de très près à ce qui a trait à certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens. Je crois que la justice a le droit de se saisir de certaines affaires. Ça, on ne va pas les supplier avant de le faire. Vous voyez un peu dans les pays occidentaux ce qui se fait. Par exemple, cette affaire de Pygmalion, qui a trait à l'UMP, mais la justice en est saisie. Quelqu'un qui entretient des relations avec la milliardaire, là, c'est la dame qui... Bettencourt. La justice a constaté que non, mais ça ne commence pas à faire trop de bruit, il faut s'en saisir. Donc je souhaiterais quand même que chez nous aussi, la justice puisse le faire. Pourquoi pas? Mais attends, je ne vais pas te couper, mais vous croyez qu'en Afrique, précisément même au Togo, vous croyez que c'est facile que la justice, la liberté comment dirais-je, est-ce qu'il ne faut pas oser? C'est pas facile. Il faut oser. Les juges n'ont pas le courage de s'attaquer à certaines choses. Parce qu'ils sont déjà à ce niveau, parce que c'est l'ami de telle personne, mon copain, etc. On les place. Donc, quelque part, une fois la personne n'a pas mérité réellement le poste qu'il occupe à la justice, parce que vous savez, je répète, juridiquement, je dis aucun citoyen togolais, même que ce soit le président de la République, n'est au-dessus de la justice. Vous savez qu'un juge d'instruction peut interpeller le chef d'État et même demander au chef d'État de se présenter au niveau de la justice. Vous croyez qu'en Afrique, on peut le faire? Allez au Cameroun, vous croyez que c'est possible? Non, mais on ne dit pas qu'en Afrique, ça ne peut pas être possible. Parce que certains ne prennent pas. On n'ose pas. Certains ne prennent pas leurs responsabilités, c'est tout. C'est pas facile. Ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni les autres ministres, ne sont au-dessus de la justice. Les responsables de certaines institutions n'ont jamais demandé à la justice de ne pas faire son rôle. Si un juge aujourd'hui estime qu'il y a ce dossier-là qui est croustillant, qui l'intéresse et qu'il veut ouvrir et dans quelques jours, ce juge soit sauté, et quelqu'un qui soit muté dans une il va falloir que quelqu'un fasse le pas. Oui. Et qu'on voit la finalité, et qu'on voit s'il va s'attirer la foudre de certains, nous sommes là, nous allons dénoncer. C'est que ces juges-là n'ont pas le goût du risque. Sinon, personne n'est là pour inhiber leurs actions. Maintenant, revenons un peu à la FIFA, moi je me dis que si aujourd'hui les Américains ont décidé de frapper un grand coup, c'est parce que quelque part, ils sentent leurs intérêts menacés. C'est tout. Vous voyez, c'est leurs intérêts américains. Vous ne pas là-dessus. Vous venez de revenir un petit peu parce que leurs intérêts sont en jeu. Quand on prend la firme Coca-Cola, c'est plusieurs millions de dollars qui sont milliards. Donc, vous conviendrez avec moi que
les Américains ne vont pas aller jouer aux gendarmes X à tel endroit ou à tel autre s'ils n'ont pas les intérêts qui sont en jeu. Donc c'est clair et net. Si de ce que la FIFA et le FBI a fait au niveau de la FIFA, si cela peut avoir des répercussions heureuses sur certaines confédérations, là, bon, c'est bien. Surtout si on peut nous libérer, parce que ça c'est brut déjà. Hein. On dit que Ayatou aussi n'est pas exemple de tout soupçon dedans. Non, il n'est pas encore revenu, puisqu'il est gardé pour être écouté dans les prochains jours. Si on peut le libérer, on peut aussi l'impliquer par rapport à certaines implications. Si on peut découvrir son implication. Si vous permettez, c'est avéré aujourd'hui que c'est comme ça. Ayatou n'est pas gardé, mais on lui a demandé de ne pas sortir du territoire suisse en ce moment. Donc il est un petit peu... Et c'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Voilà, Fabrice voulait réagir. Non, moi je veux simplement dire, bon, en ce qui concerne l'initiative des procureurs, vous savez, il y a certaines justices qui ont une vocation internationale. Par exemple, quand vous prenez la justice belge, et puis quand vous prenez aussi aux États-Unis, les procureurs ont une certaine puissance, une certaine liberté de pouvoir faire leur travail, prendre certaines initiatives. Donc, il faut s'assurer pour voir chez nous comment est-ce que les tests sont organisés. Et ces procureurs-là, l'Amérique, c'est un pays de liberté, et comme l'a dit, ils ont un soutien terrible de leurs États. Il sait que rien ne va lui arriver. Et aujourd'hui, ce qui se joue, comme on l'a dit au départ, la FIFA, c'est une machine qui brasse de l'argent. Et aujourd'hui, les États-Unis ne représentent rien dans le football. Comme on l'a dit, ce n'est pas leur sport roi, mais c'est le sport qui devient roi et qui draine plus d'argent aujourd'hui. Il faut qu'eux aussi ils aient leur œil là-dessus pour voir ce qui se passe exactement. Je vais prendre un peu l'exemple de la décolonisation. À l'école, on nous a appris oui, que les Américains étaient pour la décolonisation et tout cela. Pourquoi ils étaient favorables? C'est parce qu'ils n'avaient pas de colonie. Et ils voulaient que tous les États soient indépendants et qu'on reparte pour une autre conférence de Berlin où chacun peut maintenant mettre la main sur qui que ce soit. Donc rien ne se fait au hasard, surtout avec les Américains. C'est les intérêts de l'Amérique qui sont en jeu. Et donc, avec ce qui se passe également au niveau de la FIFA, il faudrait, c'est vrai que ces gens-là ont montré quand même des éléments qui prouvent qu'il faut les poursuivre, mais il ne faudrait pas tout de suite se frotter les mains, parce que moi, j'ai bien peur qu'on déshabille pour habiller Paul. Donc, c'est un peu cela. Et aujourd'hui, quand vous allez voir, même au niveau des tests, aujourd'hui, on dit, Blatter s'est arrangé de telle sorte que l'Afrique pèse beaucoup, pas financièrement, mais en termes de voix. Parce qu'on a 54 voix. Voix. Lorsqu'il s'agit d'aller voter, ça veut dire qu'il faut beaucoup compter par rapport à l'Afrique. Mais il faut également éviter qu'à un moment donné, des tests amènent à ce que ce petit poids-là que le continent également est au niveau des voix qu'il apporte ne soit mis en minorité, que finalement on ne se retrouve pas. Ça va être comme le commerce mondial où on ne contribue qu'à 2% et autres. Donc c'est un enjeu terrible sur lequel il faut voir. Malheureusement, on est obligé de soutenir l'initiative des Américains parce que les nôtres qui sont aussi bien à la tête des fédérations comme à la tête de la CAF ne nous donnent pas des garanties qui gèrent la chose dans l'intérêt du continent africain. Le football n'a pas évolué en Afrique. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui ont joué dans des clubs, ils ont gagné des milliards. C'est des prouesses individuelles. Le football a reculé. Quand vous prenez dans les années 82 la joie avec laquelle les gens jouaient, vous prenez par exemple des clubs au Togo comme Semassi à Gaza et autres, à Gaza qui descend en D2, c'est pas normal. Donc ça voudrait dire que les choses n'ont pas évolué. Même si les individus ont évolué, la chose sportive, elle n'a pas évolué. Les championnats interscolaires, ça n'existe pratiquement plus. Alors que c'est un vivier. L'école produit tout, ce n'est pas seulement les fonctionnaires, ça peut être des athlètes, c'est pour ça que des politiques sont faites. Aux États-Unis, vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas jouer au foot, au basketball, c'est dans les universités et tout cela. Donc ça voudrait dire qu'il ne suffit pas de donner de l'argent à des présidents de fédération ou alors à des présidents de clubs qui deviennent riches, alors que la discipline en elle-même n'a pas évolué. Appauvrir les vrais acteurs. Voilà. Mais je crois que la dernière, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette enquête demandée par la FIFA. Par la FIFA elle-même. Et qu'un juge, un procureur américain a mené de bout en bout. Et il y a eu des révélations de taille qui ont été mises au parfum de choses dans un rapport. Mais qu'est-ce que Sepp Blatter et ses joyaux ont eu à faire? C'est de placarder ce rapport-là, très intéressant quelque part. Donc ça veut dire qu'ils sont moqués de ce procureur-là. Donc le procureur a estimé avoir été un peu
embastillé. On lui a donné les moyens de la FIFA pour mener ses investigations, mais ça n'a servi à rien. Donc je crois que lui, il allait vendre la mèche, il allait peut-être dire des choses au FBI qui maintenant s'est saisi. Aujourd'hui, je crois que la machine est lancée et on ne peut plus l'arrêter. Le FBI ira jusqu'au bout pour démasquer tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont eu à s'adonner à cette corruption qui a à un moment gangréné l'appareil FIFA. Voilà. Et puis peut-être pour finir, vous voyez un peu comment le FBI traque les gens, vous voyez comment ils ont arrêté DSK. C'est vrai que c'est dans des pays où les gens se font confiance. Ils se disent que si on l'a fait, c'est qu'on devait le faire. Et ça n'émeut pas du tout l'opinion américaine. Mais c'est des choses que ça ne peut pas se passer en Afrique. Ça ne peut pas se passer en Afrique où vous allez voir quelqu'un dans sa chambre d'hôtel, on vient, on ouvre, on demande le double des clés, on ouvre et puis on va dans votre chambre d'hôtel, on vous cueille comme ça. Ça va choquer l'opinion et on va dire si ce n'est pas des règlements de compte. C'est pour cela que j'ai dit, on a également un problème de confiance au niveau. Il suffit. Et très souvent, malins, les dirigeants politiques et du sport, ils sont très malins. Très souvent, ils s'acoquinent des partis politiques et à un moment donné, ils commettent des bévues et parfois on a du mal à séparer l'homme politique de l'acteur sportif. Et donc, quand on met la main sur lui, on dit « Ah bon, voilà, on veut lui régler les comptes parce qu'il n'a pas battu campagne pour tel ou tel ou tel. » Il faut vraiment assainir. Cette blatère n'est pas liée, même si aujourd'hui il a des problèmes, il n'est pas lié. Soit vous faites le sport, vous le faites, mais il faudrait que ça soit différent également du politique. Différent du politique. Je reviens, Eric. Selon certains analystes, on estime que les autres fédérations, y compris celles africaines, devraient profiter de cette tempête de la FIFA pour également assainir leur fédération. Effectivement, on vient de le dire tout à l'heure, mes deux confrères, on leur dit. Mais comment ça peut se faire? C'est la grande question. C'est comme au Togo, on a par exemple un comité de normalisation qui semble créer plus de problèmes que normaliser. C'est un peu beaucoup. Oui, là, mais il y a trop de problèmes en Afrique. Je vais laisser Fabrice, parce que je ne suis pas un grand amoureux de football, mais je comprends un peu. Mais avant que vous ne continuez, je risque tout simplement de dire, entre-temps, il y avait un zouave, moi je l'appelle un zouave, qui a débarqué à Lomé, soi-disant qu'il vient de la fédération, enfin de la CAF, de la FIFA, etc., pour vous faire je ne sais pas quoi. Et personne n'était au courant, les journalistes ne sont pas convoqués, il est venu, il a fait son cinéma parce qu'il a dormi dans un grand hôtel, etc. Vous savez, Fabrice, je ne connais pas très bien la structure sportive, je veux dire tout le monde sportif. Mais quand on voit des choses, j'ai l'impression que pour assainir le milieu sportif en Afrique, ça serait très dur. Et vous comprenez très bien ce que je veux dire. On n'aura pas... L'Afrique n'est pas encore prêt pour comprendre qu'à un moment donné, il faut laisser la place à une autre personne pour venir régler les problèmes, enfin gérer la maison, assainir la maison. Et tant qu'on va continuer toujours dans cette histoire de ça m'appartient, c'est ma maison, c'est moi qui gère, ça serait très difficile pour qu'un jour on puisse assainir le milieu, ne serait-ce que même sportif en Afrique. Voilà. Quand vous prenez un peu le comité de normalisation au niveau du football togolais, on sait comment Antoine Follier est arrivé à la tête de ce comité-là. C'est toujours le même réseau. On sait que son parrain, c'est Jérôme Val. Voilà. Aujourd'hui que lui aussi, il est éclaboussé. Forcément que ça va fragiliser l'autre groupe là, comme le G combien là, le G36 va être reconforté un peu dans sa position, puisque aujourd'hui, si Jérôme Val a des problèmes de l'autre côté, c'était son parrain, c'était son parapluie. Lui aussi, ça peut contribuer à le fragiliser ici. Mais malheureusement, il partira, qui viendra. C'est la grande question. On a tellement changé de gens à la fédération sans que les problèmes demeurent. Pour ne pas dire ça ne fait que ça grandit, ça lourdit. Mais moi, je regrette un peu la campagne, la bataille médiatique qui se fait en ce moment par rapport à cette histoire de la FIFA. Quand on me dit que l'obtention de la Coupe du Monde en Afrique, c'est lié à la corruption. Parce que là, ils sont en train de pointer les Occidentaux pointent du doigt à ça. Même au niveau du Qatar, il y a eu beaucoup de non-dits, mais on est là, on se focalise et malheureusement on donne la parole aux Africains qui soutiennent Blatter et ça donne l'impression comme si la mafia avait ses racines du côté de l'Afrique. À ce que je sache, il a été dit à un moment donné que la Coupe du Monde devait être tournante. Et bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'en Afrique, même si l'Afrique avait l'organisation,
ce n'était pas acquis que ce soit l'Afrique du Sud. Un autre pays pouvait l'organiser. Mais tout le monde sait également que du point de vue infrastructure, l'Afrique du Sud répondait mieux que le Maroc et bien d'autres pays qui voulaient l'organiser. Mais aujourd'hui, qu'on se focalise et puis sur le plan médiatique, c'est l'Afrique du Sud a dû verser des pots de vin pour avoir l'organisation de la Coupe du Monde, alors qu'il y a le même débat. On sait que même France 98 également, il y a des non-dits. Il y a pratiquement des non-dits autour de... Même autour du Qatar, aujourd'hui, la CAN 2017 au Gabon, on en parle. Il y a des non-dits autour de toutes les organisations. Mais aujourd'hui, quand j'écoute les médias, c'est beaucoup plus l'Afrique qui revient au devant de la scène pour dire oui, les Sud-Africains ont corrompu. C'est vrai qu'ils ont corrompu, mais qu'on ne donne pas l'impression comme si la base de la corruption, c'est seulement ici, même si on est un peu champion. Les Blancs, ne pointe pas du doigt le Qatar par rapport à la puissance financière du Qatar. Le Qatar, c'est ce pays-là qui a des investissements un peu partout. Quand on prend la Grande-Bretagne, quand on prend la France, quand on prend même les États-Unis, c'est des gens qui ont investi des milliards de dollars là-bas. Donc, c'est un pays qui semble intouchable. Alors que c'est là-bas même qu'il faut que les droits de l'homme sont... Il faut fouiner parce que on risque même de changer les dates pour respecter un peu le truc, les saisons au niveau des choses. Parce que si ça doit se tenir souvent c'est entre juin et juillet, la Coupe du Monde, là ça serait à un moment où il ferait tellement chaud que les gens ne pourront pas tenir. Donc ces gens-là estiment que parce que c'est le Qatar qui a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de 2022, il faut changer la donne. Il faut que ça revienne sur le mois de janvier ou février. Vous voyez que ce chamboulement-là, c'est pas fortuit. Si le Qatar n'avait pas, c'est là que cette histoire de corruption revient avec force. Vous voyez? Et au même moment, prenez la CAN. À un moment donné, lui, c'était l'entêtement d'Issa Hayatou. On voulait que la CAN ne se déroule pas, se déroule en juin. Alors qu'on sait que ce n'est pas une période favorable. Parce qu'on ne voulait pas libérer les joueurs africains. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu sait si on a déjà remporté ce combat. Parce qu'aujourd'hui, plein de joueurs hésitent à venir. Parce que vous partez, vous perdez vos places. Tout dernièrement, on faisait le bilan du championnat français et on trouve qu'à un moment donné Marseille a chuté tout simplement que pendant la CAN les gens sont partis et tout cela. Donc il y a un sérieux lobbying qui fait que si l'Afrique ne fait pas vraiment attention, c'est vrai que Blatter tournait beaucoup le regard. J'imagine un Platini à la FIFA. Ce que ça va donner. Ce que ça va donner pour l'Afrique. On risque de ne même pas exister. Et convenez avec moi que même en ce moment, quand tu parlais du Qatar, que même les ouvriers sur le chantier, on n'en parle pas. La violation des droits de l'homme. Voilà, il y a tellement de problèmes à ce niveau, mais Kassamon, on a l'impression que c'est les Africains, donc on s'en fout. Mais c'est ça, moi, je dénonce ce genre d'attitude, parce que ils ont de l'argent, ils ont investi, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, dans des pays comme les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, les Africains peuvent mourir, il n'y a pas de problème. Imaginez qu'un seul blanc meurt sur un chantier, c'est honteux le général. On va en entendre pratiquement pendant un mois. Ça fera la une de tous les médias internationaux. Voilà, que les blancs, excusez-moi, quand je le dis, ça énerve certaines personnes. On va dire les Occidentaux. Les Occidentaux arrêtent de nous prendre comme leur, je sais pas moi. Il faut que nous aussi on arrête de prêcher le flanc, parce que vous avez vu, au moins Platini est monté pour dire j'ai demandé à Blatter de démissionner parce que trop c'est trop. Aucun Africain le fera. Vous voyez la CAF qui tient ses 54 voix et dit président, nous sommes présents, c'est pour vous. Et donc c'est un peu ça. À un moment donné, il va falloir aussi. Non, Hayatou a vendu l'âme de toutes les fédérations africaines. C'est ce monsieur qui pense que rien ne doit lui être refusé et il en a fait peut-être ses laquais. Et il suffit seulement qu'Hayatou claque le doigt que vous voyez les autres courir derrière. Donc ce monsieur, je crois qu'il fait plus de mal au football africain qu'il ne l'arrange à un moment. C'est vrai, il a tenu tête à certaines fédérations, à certains regroupements tels l'UEFA, n'acceptant pas de décaler l'organisation de la CAN. Mais au-delà de tout, c'est un monsieur quand même qui est plus enclin au business qu'à donner une certaine... Si je me permets de rajouter juste un petit mot avant que M. Rodi ne change de sujet, même Joseph-Antoine Bell, juste après la démission, quelques minutes après la décision, a été interrogé par la BBC. Il a dit clairement, un Camerounais, que non, mais c'est pas possible, que c'est le plus grand dictateur, il a dit, je l'ai écouté, que le plus grand dictateur qui puisse exister à la tête d'une fédération, à la tête d'un État. Que ce n'est pas possible, que c'est dommage que M. Sept puisse démissionner
de cette manière, mais qu'il faut qu'on revoie la position de notre ami Ayassou, parce que franchement, que son compatriote, son compatriote, que c'est inadmissible que quelqu'un puisse gérer une fédération comme un grand dictateur. Il a dit, je l'ai écouté. Donc c'est pour vous soutenir un petit peu ce que vous venez de dire, qu'il faut vraiment... C'est un dictateur, vous n'avez pas vu ses propos. Ce n'est pas possible. Arrogant, condescendant. Voilà, imbu de lui-même, il se prend pour le dieu de football, et on a l'impression que même les chefs d'État africains lui ont fait allégeance. C'est pas possible. Qu'on soit sérieux en Afrique un peu. Voilà, en tout cas, on va revenir un peu dans notre pays. C'était donc la FIFA, mais on attend de voir tout ce qui sera lié à cette histoire de la FIFA et les conséquences que cela pourrait avoir dans nos pays respectifs en Afrique. Nous allons revenir pour parler de cette pluie qui a arrosé la capitale hier, une pluie qui a apporté beaucoup de fraîcheur, mais au même moment beaucoup de tristesse et des larmes par endroits aux yeux de certains compatriotes. C'est vrai, hier on a fait une tournée, on aurait bien voulu vous proposer l'élément, mais le pédo, ça a coûté la vie à une jeune fille de 12 ans en classe de CM2 qui allait à l'école, est tombée dans un caniveau qui n'était pas fermé. Elle a été rattrapée sur pratiquement 150 mètres après par un zémidien, malheureusement, un corps sans vie retrouvé. Oui, c'est le drame de Trot. Je crois c'est juste à côté de vous. C'est à côté de moi, c'est justement le drame de Trot. Et j'impute la responsabilité aux parents. Vu le ciel était presque troué hier, vous voyez le flot d'eau qui s'est déversé sur la capitale. Mais pourquoi les parents ne prendraient-ils pas leur responsabilité de prendre leur enfant et de l'amener à l'école? Ils ont laissé le petit, la petite, elle a quand même 12 ans, mais hier, c'était pas un jour ordinaire comme tous les autres. Même certains grands, certains âgés, vous et moi, certains avaient cette peine-là à sortir de leur maison. Pourquoi laisser cet enfant-là? Et tenez-vous bien, d'après les dernières informations, c'est que ce petit a été tiré par la boue et il a perdu sa chaussure qu'elle a voulu rattraper. Et là, elle a été prise par le flot d'eau qui coulait. Donc, vous voyez, ça... La responsabilité revenait aux parents. Quand il y a des situations comme ça, prenez gentiment la main de votre enfant et conduisez-le jusqu'à son établissement. Mais ils ont failli et voilà que le tir est parti avec tous les dégâts que cela peut engendrer. Maintenant, moi, je me dis que la pluie, c'est tout à fait normal qu'il pleuve. On ne va pas interdire au cours normal des choses. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Mais l'augmentation des prix du maïs, vous voyez un peu ce qui a eu lieu à la chose, moi j'impute la responsabilité. La responsabilité, elle est humaine. Quand certains prennent leur matelas fait d'herbe pour aller déboucher les caniveaux qu'on est en train de construire courageusement, là, je me dis que c'est tout. Quand certains aussi, au nom d'une certaine démocratie, au nom d'une certaine liberté, vont construire leur truc dans le lit des fleuves, des choses. Donc, c'est tout à fait... Quand vous allez à Corée-Séoua, quand vous allez dans d'autres zones, c'est la désolation. Parce que là-bas, c'est fait pour qu'on en fasse un lac artificiel pour la rétention des eaux de ruissellement. Certains se sont entêtés parce qu'à un moment, on a confondu la démocratie au laisser faire et au laisser aller. Donc, les gens n'ont qu'à payer ça aujourd'hui. Mais ce qui est aussi agréable à constater aussi, n'eût été ces bassins de rétention qui ont été construits un peu partout, le drame aurait connu une plus grande ampleur que ce que nous avions connu. Donc, il faut dire que les infrastructures, on est en train de les construire, mais il va falloir que les hommes aussi soient un peu plus responsables en évitant certains comportements un peu médiévaux, moi je peux le dire ainsi, parce que on ne peut pas aujourd'hui nous dire, pointer du doigt, que non, Fort a fait ci, Fort a fait là. Non, qu'est-ce qu'ils veulent? Fort essaie de jouer, le gouvernement joue sa partition, mais que les gens aussi essaient d'adopter des comportements responsables, éviter ce qui peut créer ce que nous avions connu. Quand les caniveaux sont bouchés, vous voulez que l'eau aille où? Ça peut se déverser dans nos maisons. Oui, Eric, vous... Quand j'ai entendu le développement de mon frère, je suis tout à fait... je le comprends. Mais quand on parle du civisme, là, vous êtes en train de parler du civisme, c'est-à-dire qu'on a un comportement un peu civique, que jeter des ordures, des matelas, des caniveaux, etc., ça peut boucher, n'est-ce pas, ces genres de caniveaux, créer ces genres d'inondations. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une première. Mais attends, on dit souvent chez moi en Afrique, je suis togolais avant tout, nous sommes affialés, à son Sévi. C'est pas bien. Je répète, quand quelque part tu accuses
une frange de la population parce qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de comportements, il faut aussi accuser ceux-là qui nous dirigent. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont Monsieur fait? Faure Gnassingbé, je l'ai toujours dit, il est venu, comment dirais-je, prendre un héritage qui, si c'était sous d'autres cieux, alors là, on serait tellement heureux en ce moment au Togo qu'on se dirait « Ah, monsieur Faure, il est génial ». Mais il a pris quelque chose qui le prend à la gorge, je le dis tout le temps. Si mon père, comme je le dis souvent, parce que j'ai souvent appelé papa, monsieur Gnassingbé Yadéman, avait fait certaines choses auparavant, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. Comment se fait-il que, dans ce Lomé, la capitale, des égouts ne soient pas construits et que c'est maintenant qu'à tout bout du champ, on continue parce qu'il y a GA, enfin, toutes les sociétés qui sont là sans leur faire la publicité, qui commencent à construire des routes et des égouts qui sont ouverts à tombeaux ouverts, enfin, qui sont là, qu'on n'a même pas mis des dalles. Je l'ai dit la dernière fois à une émission, je l'ai même publié dans mon journal Togoniban, que ce n'est pas possible au niveau de, ne serait-ce qu'au niveau de Limousine, je l'ai vu de mes propres yeux, un enfant de 5 ans qui voulait traverser une ruelle, enfin une rue, la rue principale qui quitte Toti jusqu'à Limousine, qui malheureusement n'a pas pu, manque d'équilibre, est tombé dans un égout devant moi. J'ai même fait la photo, je l'ai publiée. Bon, ça m'a fait du mal en disant que mais comment on peut construire des égouts Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est Non, pas... je viens de dire tout à l'heure que ce n'est pas fort qu'il a fait. Que c'est... Vous savez, pourquoi ne pas que notre ministre des Travaux publics descende à un moment donné sur le chantier des constructions pour constater ce qui se passe? Ça ne se fait pas. C'est rare. Une seule fois, je me rappelle très bien au niveau du boulevard, en allant vers, je ne me rappelle plus, c'est l'ancien siège du RPT, un grand boulevard, où M. Faure a débarqué sur un chantier pour comment dirais-je, arrêter certaines choses et remettre les choses à plat. Ça fait déjà 4 ans ou 5 ans, je me rappelle exactement, enfin, je ne sais plus la date exacte. Donc vous voulez qu'il descende, qu'il fasse des descentes? Des contrôles, pas forcément des descentes, mais des contrôles, pour voir qu'est-ce qui se passe. Attendez, je vais finir. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre dans les travaux? Aujourd'hui, c'est l'occasion, cette pluie qu'il y a eu pendant toute une journée, j'espère que ça ne va pas faire 3 jours, parce qu'aujourd'hui, le temps est un peu clément. Mais si jamais on avait 3 jours de pluie à Lomé, vous croyez qu'on s'en sortirait dans ce pays? Ce n'est pas possible. Donc, qu'aujourd'hui, on arrive à constater que des égouts, quand on voit des bassins qui débordent, allez au niveau de la gare de la station d'Agualepédo, des bassins qui débordent parce que, je ne sais pas si c'est la construction qui est mal faite ou qu'est-ce qui se passe, mais ça n'arrive pas à contenir l'eau de ruissellement. Donc, c'est la capacité. nos travaux. Ça, c'est un phénomène naturel. Comme tu l'as dit, s'il pleut une semaine, tu ne vas pas dire qu'il faut construire des égouts pour prévoir des pluies d'un mois, jour pour jour. Donc, ce qui est sûr, quelles que soient les dispositions prises, les inondations se passent, même dans les plus grandes capitales, ça arrive. Donc, quelles que soient les dispositions qu'on aura prises, il y aura toujours des inondations, sauf que l'impact peut-être ne sera pas le même quand les dispositions ne sont pas du tout prises. Et aujourd'hui, effectivement, le problème des caniveaux bouchés, c'est un sérieux problème. Absolument. Parfois, les bassins ne sont même pas pleins, mais l'eau qui devait être canalisée à ce niveau est déviée ailleurs et ça s'éparpille sur la route, ça va dans des maisons. Tout simplement, les gens ont bouché les caniveaux. Que Faure ait pris le pouvoir par la force, par quoi que ce soit, je ne sais pas si c'est ça qui va vous amener à ne pas prendre des dispositions quand une pluie de ce genre-là ou une tempête s'annonce, vous laissez les enfants, comme à l'époque au village où quand il pleut, les enfants sortent, c'est la joie et on court un peu. Aussi faut-il que les petits villageois savent tous nager. Mais si c'est extrêmement grave. Et moi, je crois qu'il y a un élément banal, malheureusement, que les Africains effectivement banalisent. Mais quand vous allez en Europe et dans d'autres pays, la météo, c'est-à-dire... Quand on annonce la météo, tout le monde, c'est-à-dire c'est l'indicateur pour le reste de tout ce que vous allez faire pour votre journée. Mais ici, bon, je ne sais pas si on ne fait pas confiance aux données, mais ce qui est sûr... Est-ce qu'on a une météo efficace au Togo? C'est ça on dit 32 degrés, aujourd'hui, demain 32 degrés, on ne fait que répéter les mêmes choses. Vous allez vous prendre tous les médias. Quand vous prenez par exemple France 24, que moi je suis régulièrement, pratiquement après chaque journal, on revient sur la météo. On revient sur la météo. Le temps qu'il fait, la circulation même. Moi j'habite dans la banlieue.
Hier, j'étais invité ici à une Oui, émission. oui. Mais j'ai pris la route. À un moment donné, je n'avais plus de visibilité. Or, je sais que c'est une route où il y a des trous. À force de continuer, je risquais de finir avec ma voiture dans un égout, je ne sais quoi. Mais j'ai rebroussé chemin. Cela voudrait dire que si les gens sont avertis d'avance, ils seront à la disposition. Quand il neige à 1 degré, les gens restent chez eux et tout ça là. Donc je crois que c'est un élément sur lequel il faut vraiment communiquer. En attendant que le peu qu'on peut faire, il ne faut pas boucher les égouts. Voilà, faut pas on n'en a Mais pas assez. Monsieur Babé, je vais vous couper, mais vous déviez d'un sujet très important. Non, je tiens à le dire, parce que vous savez, qu'on le veuille ou pas, qu'est-ce qui s'occupe d'une ville? C'est une mairie. On a l'impression qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on a un directeur, je ne sais pas comment vous appelez même là, je ne sais pas, parce que le terme là, voilà, je l'ai appris en Afrique, hein, parce qu'en Europe, je ne sais pas ce que c'est. Président de délégation spéciale de quoi et de la ville de Lomé. Enfin, on n'a pas un maire, on n'a pas de comment dirais-je, quelqu'un qui peut dire, voilà, ma ville a un problème, il faut que je m'en occupe. Aujourd'hui, la dernière fois à Djidjolé, un arbre s'est complètement écoulé, enfin au niveau du commissariat. C'est hier. Voilà, des gens, c'est des voisins qui ont essayé de découper. On n'a pas vu la mairie venir dégager. C'est un problème profond qui incombe à l'État, je le répète. Parce que si c'est qu'on avait un président de... Enfin, parce que vous m'avez tellement habitué à cette histoire. Le problème, faut pas un maire, l'État a sa responsabilité. Oui, je vous comprends, monsieur. Mais c'est qui l'État? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand vous avez les goûts qui passent devant chez vous. Je dis aujourd'hui que les citoyens sont civiques. C'est vrai, la mairie doit faire tout il faut sévir. S'il y avait une mairie, la mairie pourrait sévir. Mais les conséquences directes... Les amendes. À un moment donné, je me rappelle, à un moment donné, il y a quelqu'un qui faisait Thomas à la radio, à un moment donné, même quand, ça fait déjà 10 ans, une poule, un mouton qui traverse une rue, vous pouvez le prendre, emmener à la commissariat, enfin, etc. Oui, et dans d'autres pays, ce n'est pas toléré. Mais s'il y avait ce qu'on appelle une mairie forte, par exemple Djidjolé, à son arrondissement, à Balépédo, quand il y a un problème, la mairie sort tout de suite avec des éléments, en quelques secondes, c'est réglé. Non, 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 pas. On vous a assez compris. J'aimerais revenir sur un aspect, Tchakala l'a dit, mais hier on était là, c'est vrai, on aurait bien voulu proposer les images, mais est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui interpeller aussi les entreprises en charge des travaux publics? Hier, il y avait le ministre Bissoum Nabagou des équipements ruraux qui était là, qui a vu, c'est vrai, vous voyez que les caniveaux, on ferme à un niveau, on laisse un qui est ouvert et ça continue. Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui assurer la finition? Aujourd'hui, l'État ne peut pas consentir de gros efforts pour après tout avoir des travaux un peu bâclés. Une route, après l'asphalte et tout ça là, il y a les caniveaux qui ont leur valeur. Aujourd'hui, c'est un peu fantaisiste. Il faut voir un peu les dimensions de nos caniveaux. C'est des trucs exigus. Et bien qu'ils soient exigus, on n'arrive pas à les fermer. Ils se font prier, toutes les entreprises qui ont la chance de le rond-point à Djidogomé vers Limousine, c'est ouvert, tombeau ouvert. Ils ne finissent pas, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Même ce matin, je suis passé par là, qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà, je crois que cela incombe plus au ministre des travaux publics et des équipements ruraux. Oui, donc il va falloir aujourd'hui qu'on tape du poing sur la table parce que c'est des milliards qui sont investis là-bas pour des travaux un peu bâclés, des travaux inachevés là, je crois. Et puis il va falloir aussi que l'État soit un peu rigoureux avec lui-même. Il y a des chantiers qu'on ouvre, on les finit pas, on les termine pas. Et au même moment, on octroie encore d'autres chantiers que les autres. Aux mêmes entreprises. Non, là, ça va faire un regardez au niveau on n'est pas obligé de juste après Atikoumé, en revenant vers, comment dirais-je, comment on appelle là-bas? À Donou, là. À Donou, non, après Atikoumé, en venant vers la Clémonou, comme on dit là. Comment on appelle? Casablanca. Mais c'est inondé. Hier, j'étais écœuré. Alors qu'ils sont en train de construire une route là-bas. Et on n'a plus d'ouvriers même sur le chantier. On a l'impression que, parce que j'ai fait mes enquêtes, on a dit, voilà, l'argent ne sortait pas, les ouvriers sont partis. Mais comment se fait-il que à Lomé, c'est toujours les mêmes problèmes? On va y revenir, on est rattrapé par le temps malheureusement. On va donner la parole à Fabrice pour un peu clôturer le dernier mot, je reviens. Moi, je crois que et c'est vrai que l'État a une très grande responsabilité et c'est l'État qui doit intervenir un peu partout pour essayer d'apporter de l'autorité et de l'ordre. Mais également, il faut que les gens, à leur niveau, sachent individuellement ce qu'ils peuvent faire en attendant l'arrivée de l'État pour éviter certains drames.
Et donc, par exemple, quand vous voyez un poteau électrique qui pratiquement est sur le point de s'écrouler, il faudrait que quelqu'un ait l'amabilité dans le quartier d'alerter plus ou moins la société, même si elle ne viendra pas vite. Et donc, très souvent, il y a quand même des petits gestes qu'on peut faire et qui peuvent se révéler très sanitaires à un moment donné. C'est pour ça que je salue aujourd'hui ces différentes initiatives dans les quartiers, les comités de développement qui font un travail vraiment très intéressant. Et je crois qu'il faudrait que dans chaque quartier... Et qui sont au même moment morts-nés dans d'autres localités. Mais pour ce qui est des travaux d'infrastructure, il faut effectivement dire qu'il y a des niveaux où vraiment il faut intervenir pour limiter le drame. Je donne l'exemple de la belle route que Seco BTP a fait depuis Aguerre qui vient chuter sur les pavés d'Abalépédo. Mais il y a plein de gens qui ont fini dans les caniveaux à plusieurs reprises. Tout simplement, vous roulez sur une très belle route, c'est bien, et puis tout d'un coup, la route se rétrécit. Voilà. Et c'est un caniveau qui est en face, de vous. Plusieurs fois, les véhicules ont fini leur course. Surtout à la jonction là-bas. À la jonction là-bas. Donc, je crois que c'est quand même, je ne sais pas si c'est des panneaux qu'il faut mettre, mais il faut quand même prendre certaines dispositions pour l'alerter. Il y a de l'espace, on peut encore... Pour alerter les gens sur certains dangers qui vraiment coûtent naïvement la vie à certaines personnes. Voilà, merci. Donc ce sera le dernier mot. Nous profitons donc du canal de cette émission pour présenter toutes nos condoléances à la famille de la petite. Elle s'appelle Agoussi Yaboué. Elle a laissé sa vie hier, elle n'en demandait pas, mais en tout cas à chacun de tirer ses responsabilités. Également, guérison aux 3 personnes blessées hier par l'arbre qui a chuté au niveau des pavés de Djolé. Bonne journée donc à vous toutes et à vous tous. La prudence et prudence en tout lieu. Au revoir.